je présente Claude Mouchard, qui est écrivain, poète. Il est l'un des piliers de la revue Poésie avec Martin. Eux deux et Michel Deguy sont l'âme vivante de cette revue. Et Claude, il travaille tout particulièrement ces temps-ci autour de numéros qui vont paraître sur l'Afrique, sur la poésie et l'Afrique. Claude est l'auteur de plusieurs livres. Qui, si je criais, œuvre témoignage dans les tourmentes du XXe siècle, et puis, paru en même temps, Papier, pamphlet poèmes. Poèmes qui ont tous à voir avec les tourmentes du XXe siècle, et plus particulièrement la question des réfugiés et des réfugiés du Darfour. L'intérêt de Claude Mouchard pour Michaud est un intérêt ancien. L'un des premiers recueils collectifs autour de Michaud, Rupture sur Henri Michaud, avait été l'occasion pour lui d'écrire un texte sur Misérable Miracle, hein, si je me souviens bien. Oui. En grande partie. Oui. Qui avait beaucoup servi aussi à ma propre réflexion. Alors, Claude, je ne sais pas s'il y a besoin de donner un titre à ta présentation. Je crois que... Pour moi, ce serait Avec Michaud, s'il se peut. On t'écoute. T'as pas mis les images? Non, si elles ne vont pas, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Non, j'avais envie de vous montrer comme ça, mais vraiment en marge, en quelque sorte, deux images de Paul Klee. Vous savez à quel point Michaud était intéressé par l'œuvre de Paul Klee. Et ces deux images datées de 1933. C'est pas n'importe quelle date, 1933 bien sûr. Et l'une de ces images figure une tête très colorée, très riche, avec une sorte de somptuosité, mais barrée d'une croix sur la bouche. C'est-à-dire 33, l'exclusion. C'est l'exclusion de Klee, de toutes les organisations allemandes des artistes. Et l'autre image est un dessin qui m'a beaucoup frappé. Je suis tombé là-dessus par hasard en feuilletant le livre de Groman sur Klee. C'est un dessin... non. Je te préviendrai si j'arrive. C'est un dessin... c'est pas tellement fréquent, enfin il y en a comme ça, toute une série chez Michaud, un dessin très, très, très nombreux, une sorte de, aucun tracé n'est un, ça tremble, et ce sont deux silhouettes, manifestement un homme et une femme, accablés manifestement aussi, et le titre écrit de la main de Klee, avec toutes les questions sur l'écriture de Klee dans ou à côté de ses œuvres, c'est Auswandern, donc émigré. Voilà, la voilà. Voilà, c'est émigré. Et je suis hanté par ce dessin. Vous voyez bien pourquoi aujourd'hui, maintenant, on ne peut qu'être en proie à ce dessin. Ben voilà, mais elle a disparu. Bon, ça suffit. C'est comme ça, les migrants, ça fout le camp. J'en sais quelque chose, je vous le... Alors, donc, mes propos, vraiment, là, j'en ai conscience, vont être douteux. Et je dirais embroussaillés. J'essaie simplement... En ce moment, en dehors de tentatives sur Michaud que j'essaye de rendre plus ponctuelles, par exemple sur la question de l'écriture et du dessin, j'essaie de formuler là, aujourd'hui comme ça, de façon un peu difficile et douloureuse, ce que ça aura été pour quelqu'un comme moi de vivre avec les œuvres de Michaud. Ça n'a pas été un avec continu. Ce fut un avec fragmenté, segmenté, troué, mais par moments, en effet, réellement vital. Avec Michaud, avec non pas la personne, bien sûr, de Michaud, que je n'ai pas connue, mais avec ses œuvres, peut-être Michaud est-il un des auteurs qui m'a donné le plus l'impression d'être à côté de lui dans une forme de latéralité, une altérité, latéralité, tout autre et en même temps.
en même temps que Michaud. Il y a des auteurs du XXe siècle qui peuvent mettre le lecteur dans ce genre de position. Je pense à un autre auteur, un Suisse pour le coup, pour lequel que j'aime profondément, c'est Robert Walser. Hein. Et Robert Walser, Walter Benjamin dit de Robert Walser, ces personnages, ce sont ses copains. Je ne prétendais pas être le copain de Robert Walser, mais c'est vrai que quand on le lit, ces cheminements de Robert Walser, imprévisibles, on ne sait jamais où ça va, eh bien, on a l'impression de cheminer à côté, avec lui, en même temps, dans un en même temps spécifique. Pour moi, il y a eu un en même temps avec Michaud, et très ancien, un en même temps plus récent avec Robert Walser. L'agir propre à Michaud s'exerce sur son lecteur en l'étirant, en le latéralisant, en le disjoignant de lui-même. On reçoit de Michaud, de côté, en même temps que lui, dans la simultanéité avec lui, des interruptions, des impulsions, des souffles, des coups de vent, des soulèvements. On n'est jamais, avec Michaud, dans la contemplation d'une œuvre faite. C'est toujours quelque chose qui est en train de se faire, et c'est là ce qui constitue cette latéralité, cette position latérale du lecteur. Dans Tranche de savoir, il y a cette phrase « Parmi les débris râpés de tout âge, le vent, à ce qu'il semble, ne vieillit pas. » Oui. Je vais vous proposer quelques débris râpés de mes lectures de Michaud, où le vent peut-être va passer, j'espère. Bon, voilà. Au fond, et là, j'aimerais me confronter à ce que Martin a dit ce matin, tout à l'heure, sur le soi. Quelqu'un comme moi, je dis quelqu'un comme moi, donc je le fais de manière autobiographique pour le coup. Quelqu'un comme moi, ça veut dire à la fois moi comme particulier et n'importe qui. Ce quelqu'un comme moi, quand je pense à moi, je pense à quelqu'un comme moi. C'est-à-dire ça grelotte entre l'individuel totalement, le particulier total, et le totalement général, totalement banal. Voilà. Bon. Quelqu'un comme moi, donc, a lu Michaud, et j'en donne quelques étapes. Il n'y a jamais eu, chez moi, et je pense chez n'importe quel lecteur de Michaud peut-être, il n'y a pas d'identification, je parle du moi, on va revenir au moi, mais dire moi, là, ça n'est pas du tout s'identifier à Michaud. Je pense que Michaud ne suscite pas de lecture identificatoire. Ou alors il faudrait être encore plus bête que je ne suis pour s'y livrer. Bon, je ne sais pas. Pour moi, Michaud est cet auteur qui dit « je suis né troué », comme vous voyez, comme vous savez, et « je suis né troué » n'appelle pas l'identification. Il dit encore « les frissons ont en moi du froid toujours prêt. Mon vide est un grand mangeur d'hommes, grand broyeur, grand annihileur. » Ça ne permet pas l'identification. Ma toute première découverte de Michaud, donc des petites bribes, débris autobiographiques que je vous permets de vous livrer. En 1956, j'avais 15 ans, c'était une année terrible d'ébranlement politique. Budapest, ça vous dit peut-être quelque chose, l'intervention soviétique dans les démocraties populaires, en Hongrie, catastrophe absolue. Et puis c'était Suède. Enfin, c'était vraiment une année politiquement, mondialement terrible. Dans une toute petite salle municipale d'Orléans, ville incroyablement provinciale, 1956, et pourtant qui avait été littéralement éventrée par la Deuxième Guerre mondiale, par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, je suis né là-dedans vraiment, quelqu'un, dans une petite salle municipale obscure, devant peut-être 15 personnes maximum, il y avait un Lumignon, je m'en souviens comme c'était hier, il y avait un Lumignon et quelqu'un a lu du Michaud. J'ai envie de te demander, est-ce que ça peut être Bréchon? Est-ce que ça peut être qui? En 1956, je sais pas. Voilà. En tout cas, quelqu'un a lu du Michaud. À Orléans, au fond d'Orléans. Mais ce n'était pas un Orléanais, c'est quelqu'un qui était venu de Paris. Paris, ça semblait vraiment un autre monde. Voilà. Ça pourrait être Bréchon. Voilà. Ce dont je me souviens, c'est
les faits reçus, donc j'ai dit débris autobiographique, permettez-moi ça, les faits reçus, c'est-à-dire, je n'ai pas changé là-dessus, c'est resté pour moi. L'effet reçu fut celui d'un, j'ai employé un déverrouillement. Michaud dit face au verrou, hein, un déverrouillement. Et c'est là que je vais retrouver Martin. Cet effet de déverrouillement, c'était pour moi celui de déverrouillement de l'être soi. Je me souviens très clairement d'avoir senti, et je dis ça parce que je pense que ça peut être quelque chose de partageable, hein, d'avoir eu l'impression, revenant chez moi dans les revues d'Orléans, qu'il n'était pas nécessaire d'être totalement assigné à soi. Voilà. On pouvait ouvrir quelque chose là. Michaud, vous le savez, n'a jamais été, enfin je me contredirai, Michaud, me semble-t-il, n'a jamais été politique au sens des appartenances idéologiques. Et pourtant, il y a du politique chez Michaud. Ça hante vraiment toute l'œuvre de Michaud. Pas l'homme du politique, pas l'homme de l'actualité non plus au sens commun journalistique du terme. Ce serait vraiment une chose à explorer tout de même. Mais Michaud, par exemple, écrit, j'ai trouvé ça, je crois, dans la biographie de Martin, pas de Martin Rueff, la biographie écrite par Jean-Pierre Martin de Michaud. Il écrit le 17 novembre 1939, alors que la déclaration de guerre de la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu le 3 septembre 1939, Michaud écrit « L'auteur s'excuse d'être si peu dans l'actualité ». Très étrange, tout de même, à cette époque-là, où l'actualité était énorme. Il est très hostile, je viens de le mentionner, aux appartenances idéologiques, toujours. Et ce sera une chose aussi à étudier, ce sera sa rupture permanente avec toute une série de poètes de la même époque, bien entendu. Je pense que celui dont il se différencierait absolument, c'est Aragon. Pour Éluard, il a une autre lecture. Hein. Il a une lecture beaucoup plus intéressée d'un certain Éluard. Pas de tout Éluard sans doute, mais d'un certain Éluard. Mais d'Aragon, je pense que c'est la différence absolue. Et dans Je suis né troué, Michaud écrit « J'ai toujours admiré que des gens qui se croient gens de révolution se sentissent frères. Ils parlaient, continue Michaud, l'un de l'autre avec émotion. Moi, je pense que là, il pense même aux poètes communistes, etc. Ils parlaient l'un de l'autre avec émotion, deux points, coulaient, ces gens-là, coulaient comme un potage. Ce n'est pas de la haine, ça, mes amis, c'est de la gélatine. Lui, il revendique la haine contre ces bons sentiments entre camarades, vous voyez, où on coule comme de la gélatine. Donc là, il y a un entre aussi, qui est tout à fait, qui prend des réalisations tout à fait spécifiques. En tout cas, moi je lisais ça, je me suis donc mis à lire ça à la fin des années 50, ce genre de texte, tout en m'engageant politiquement. Et je me suis engagé, je pourrais dire, le plus que je pouvais, comme je pouvais à cette époque-là, là où j'étais, contre la guerre d'Algérie. C'était la guerre d'Algérie. C'était cette innommable guerre. Agir, j'essayais de le faire un peu plus tard, à la fin des années 50. Par exemple, transporter des documents pour le compte des Algériens. Aller passer des jours dans une bidonville de Nanterre. Et en même temps, j'ai annoncé des bribes d'autobiographie, tant pis, hein, des débris un peu pourris. Bon. Mais en même temps, je lisais Michaud. Voilà. Et quand mes copains se réunissaient clandestinement pour discuter de la situation mondiale, je me mettais à côté et je lisais Michaud. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Bon, voilà. Je lisais, je me souviens d'avoir montré à une militante
d'avoir sorti de ma poche, c'est des souvenirs vraiment des flashs, hein. C'est seulement avec Michaud que j'ai ce genre de flash, cette latéralité flashante comme ça. Et donc, je me souviens d'avoir sorti de ma poche un bout de papier où j'avais recopié, j'avais pas de machine à écrire, j'écrivais à la main, j'avais recopié le poème Clown. Et montrer ça à une militante, vous voyez, avec la gélatine dont il a été question tout à l'heure, eh bien, ça fait problème. Voilà, il y a une tension. Et elle m'a dit, c'est toi qui as écrit ça? Me dit-elle sur un ton. J'ai dit, non, c'est pas moi. Il y avait cette phrase, par exemple, de Clown, vidé de l'abcès d'être quelqu'un, je boirais à nouveau l'espace nourricier. Bon, ça n'avait rien à foutre là, vous voyez, c'était... Alors, je saute, hein, c'est un saut et gambade, vous me permettez. 1961, là c'est très précis aussi. Autre flash. Là c'est boulevard Port-Royal, je suis à Paris maintenant, j'ai évolué, j'ai grandi. Boulevard Port-Royal, je suis étudiant en médecine, je sors de l'hôpital Cochin. Je me souviens, comme si c'était hier, de la lumière sur le boulevard Port-Royal, la teinte des feuillages, etc. Et je viens de découvrir Connaissance par les gouffres et Misérable miracle. Il y a l'odeur de l'hôpital, il y a dans moi, ou sur moi, il y a en moi encore, là, quelques instants plus tôt, la posture clinique que je m'essayais à adopter, l'observation au lit du malade. J'ai tourné ça quelquefois très vite au grotesque, enfin ça je vous raconte, c'est une autre fois. Mais bon, en tout cas, j'ai essayé d'être médecin. Et puis il y avait ces descriptions de Michaud. Celle d'un être soi déroulé. Là, je parle des textes sur la drogue, hein, des expérimentations. Il faudrait s'interroger là sur le statut. Michaud expérimentant quelquefois à Sainte-Anne en présence de médecins. Hein. Il y a là, tu vois, on retrouverait un peu la question aussi du rapport à la science. Hein. Qu'est-ce qu'il reprend, qu'est-ce qu'il arrache? Il y a aussi ce côté agonistique tout de même de la position du poète à ce moment-là. Même si c'est, disons, laconiquement ou implicitement agonistique. Il y a ça aussi. Donc il reprend le pouvoir de regarder ce qui se passe. Et en même temps, en effet, il est disjoint de lui-même, puisqu'il est ce sujet étalé en état, des états. Le mot de état chez Michaud, des états qui sont exposés dans les textes sur la drogue. Pas seulement dans les textes sur la drogue, mais un sujet qui se défait en état, qui s'étale en état, et face à un regard qui peut être le sien, tentant de se ressaisir lui-même, qui peut être celui de quelqu'un d'autre. Avec aussi le fait que Michaud a, plusieurs fois, Paulan, etc., voulu des expérimentations sur la drogue à plusieurs, au moins à 3 personnes, par exemple. Ce qui donne une espèce d'objectivation tout de même à la situation. Voilà, c'est très, très tremblant, cette situation-là, très, très subtile aussi, plein d'enjeux et d'antagonisme. Ces états, c'est absolument passionnant. Attendez, j'ai quelque part un bout de papier. Voilà. Parce que moi, j'aimerais être capable de réfléchir sur ce que c'est chez un certain nombre d'écrivains que l'écriture des états. Et par exemple, je suis tombé tout à fait par hasard sur Internet. Il y a un type qui s'appelle Laurent Margantin, qui fait un boulot merveilleux sur Internet. Il met régulièrement des bouts du journal de Kafka qu'il retraduit. Ça va, vous me suivez là, c'est pas trop sinueux, ça, parce que je sais que... Mais tout ça marche ensemble tout de même. Je vous lis un passage, j'ai lu ça il y a 3 jours, hein, mais tout de même, un passage du journal de Kafka, traduit par Laurent Margantin, qu'il a mis sur Facebook. Mon bonheur, et là la proximité avec Michaud est passionnante, mon bonheur, mes compétences et toutes mes possibilités de servir à quelque chose réside depuis toujours dans la littérature. Et là, c'est là, en effet, poursuit Kafka, que j'ai vécu des états, pas beaucoup, qui, selon moi, sont très proches des états de voyance que vous décrivez, et pendant lesquels j'étais totalement et absolument dans chaque idée, mais tout en accomplissant chacune d'entre elles. États pendant lesquels je sentais que je n'étais pas seulement parvenu à mes propres limites, mais aux limites de l'humain en général.
À ces états, il manquait seulement la paix de l'enthousiasme qui est probablement propre aux voyants, même si elle n'était pas totalement absente. Voilà. Donc, j'étais frappé par cette insistance de Michaud, tout d'un coup, ce regard propre, particulier sur ces états. Un instant, si vous permettez, je m'arrête là-dessus. Kafka écrit dans les Lettres à Félix, il parle de la correspondance de Flaubert. Et à certains moments, il s'arrête sur les états où est Flaubert en écrivant dans la nuit. Quand il dit que Flaubert s'enfonce en écrivant dans une nuit où il se perdait pour tout œil humain. Des états. Mais dans le cas de Flaubert, les états sont présents. Si vous lisez la correspondance de Flaubert, la mélancolie, les étalements de soi en état, comme ça. On n'arrive plus à se rassembler. C'est dans le Ferreur que ça va se rassembler. Mais précisément, les états chez Flaubert peuvent s'écrire dans la correspondance. Peut-être ils passeront dans l'œuvre, Madame Bovary, les états. Bon. Mais il y a l'instance de l'œuvre qui reprend tout ça, qui arrache tout ça et qui fait de ces états soit une étape, soit un matériau. Tandis que chez Kafka, là, j'ai l'impression qu'à un instant, ça tremble. On a l'impression que le faire-œuvre est le moyen de créer des états. Il y a un vacillement là. Le désir d'entrer dans un certain nombre d'états. Ces états qui seraient proches des états de la voyance. Et je pense que chez Michaud, il y a quelque chose comme ça aussi. Le faire-œuvre chez Michaud est constamment en suspens. C'est jamais une chose à quoi on se donne définitivement. C'est un instant de faire-œuvre qui permet éventuellement, ou plus qu'éventuellement, qui permet peut-être fondamentalement de se délier, dénouer, défaire de soi, se déverrouiller en tant que soi et pouvoir se livrer à ces états. Je pourrais comparer encore, j'ai fait allusion à Kafka, on pourrait comparer cette question des états chez Michaud à ce qu'il en est chez Rilke, par exemple. Si vous lisez la correspondance de Rilke avec Lou Andreas Salomé, au moment où Rilke... je suis trop... Tant pis, je le dis. Oui. Non, mais parce que quand il y a un moment dans la correspondance de Rilke, de Lou Andreas Salomé est absolument fascinante. Et à un moment... au moment où il tente, il se dirige vers ce qui ne sait pas encore, dont il ne sait pas encore que ça deviendra les élégies de Duino, Rilke n'arrive plus à écrire, n'écrit plus que fragments, il est fragmenté dans son écriture, mais on a l'impression qu'il se met à se fragmenter dans son propre corps. Ce sont aussi des états qui lui adviennent, et des états insupportables. Il est congestionné dans des endroits de son corps, son corps semble se disjoindre, et il le décrit à Lou. Il lui écrit cela, il lui donne cela, en quelque sorte. Et Lou va lui répondre de façon très... Lou qui deviendra, vous savez, analyste ensuite. Lou lui répond, et Rainer lui dit, Lou, tu sais et tu comprends. Et ça sera une aide inappréciable. Pourquoi ? Pour reconstituer, pour rassembler ces états, pour en faire une œuvre. Les élégies de Duno, qui sera la dernière grande œuvre, peut-être la grande œuvre de Rilke. Voilà. Donc, dans ces oscillations entre les états du sujet, du soi dénoué de lui-même, pour faire œuvre, mais une bascule, c'est-à-dire le faire œuvre peut devenir quasiment secondaire par rapport à les états et le déverrouillement du soi qui se trouve créé. Est-ce que, je ne sais pas si je suis clair maintenant. Je dirais encore, si vous me permettez, que ces questions des états, cette importance de ces états d'un soi étalé, en quelque sorte, d'effet de son unité, d'effet de ce qui, dans son unité, est imposé par le dehors, par la société, par le pouvoir, par l'exigence qui vous est imposée d'être vous-même, et d'être reconnaissable et identifiable en tant que vous-même, et d'être continu. N'être pas disjoint perpétuellement, eh bien, il y a des enjeux, là, de savoir et de pouvoir. Je fais encore un écart à Sceaux et à Gambade. Dans quelques jours, va être en France une femme poète, plusieurs poètes coréens. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé avec des poètes coréens. Bon. Une femme poète coréen. Anecdote, si vous permettez. Cette femme poète, qui est pour moi une des, et pour beaucoup de Coréens qui s'intéressent à la poésie, une des poètes les plus importantes d'aujourd'hui, femme d'une 60aine d'années,
Je l'ai connue il y a une quinzaine d'années à Séoul et elle m'avait passé un petit livre d'elle. La première chose que je ne lis pas le coréen, donc elle m'a passé un petit livre en anglais, de traduction de ses poèmes en anglais. J'ai lu ça dans la nuit et le lendemain, je lui ai écrit en anglais en lui disant que j'étais fasciné, et je l'étais en effet réellement, par ses poèmes. Je trouvais une force incroyable. Et je lui ai dit, il n'y a qu'un seul poète français que ça m'évoque, c'est Michaud. Et elle m'a répondu, regardez mon adresse email. Et l'adresse email, c'était michaud. Oui. Donc la lecture de Michaud avait été absolument décisive. Et je mentionne ça maintenant, pas simplement pour le faire chic et dire je connais des poètes coréens, mais c'est parce que... non, c'est parce que aujourd'hui, je vais en parler avec elle, et on va en parler publiquement, j'espère, parce que chez elle, chez cette femme, en tant que femme coréenne, la poésie est une lutte, véritablement. Et... exposer des états, elle le fait de façon extrêmement subversive. Je veux dire, souvent avec beaucoup de dérision à l'égard de la société coréenne, à l'égard des hiérarchies coréennes, etc. Exposer ces états dans cette espèce d'égalisation d'un soi qui s'ouvre, qui se dénoue. Il y a toute une série de textes sur l'état troué. Il y a des trous partout. Et le recueil que j'ai traduit avec une coréenne, bien entendu, qui est paru, s'intitule « Ordures de tous les pays, unissez-vous ». Voilà. Bon, donc, elle y va. Mais étaler ces états peut être une façon de susciter les instances de savoir et de pouvoir, celles auxquelles Michaud a affaire, et de les défier. À la limite par la passivité absolue, la résistance aux emprises par la passivité étalée insolemment. Je crois que ça définirait assez bien cette femme poète. J'arrête sur les états et on va le retrouver un petit peu. Autre étape de mes lectures de Michaud. Il y a eu la lecture de L'Espace aux ombres, texte de 1952, mais je l'ai lu plus tard. Et je l'ai lu probablement à un moment où, par ailleurs, je faisais connaissance d'un philosophe qui fut lui aussi un lecteur de Michaud, Claude Lefort. Et Claude Lefort est à la fois cet homme qui a écrit, en effet, sur une colonne absente, en prenant un titre de Michaud, Raymond sait ça mieux que moi, et puis Lefort était aussi ce grand penseur français du totalitarisme. Bon. Le texte L'Espace aux ombres, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais ce texte, moi, on avait imaginé que je me contente d'essayer de le commenter. Aujourd'hui, je ne m'en sens pas capable, c'est vraiment difficile. Il y a toutes sortes d'équivoques possibles. Mais ce texte, L'Espace aux ombres, on peut le lire de plusieurs façons. Il faut sans doute le lire de plusieurs façons, ou plutôt, il faut laisser s'interpénétrer plusieurs façons de le lire. Une de ses forces, c'est de faire passer les unes dans les autres des situations dans lesquelles, dans nos vies, nous sommes dans l'hétérogénéité. Alors, d'abord, vous pouvez même m'interrompre, hein, si vous avez envie de discuter, on peut discuter à mesure. Dans L'Espace aux ombres, manifestement, c'est le rapport au monde de la mort. Donc, il y a dans ce texte, et par moments c'est tout à fait sensible si on regarde, c'est pas déclaré, mais c'est tissé dans le texte, il y a, me semble-t-il, évidemment une confrontation aux grandes traditions, à la grande tradition occidentale, disons mythique, épique, tragique, sur un monde étagé, au fond, un monde étagé où les humains, les mbrotoi, comme disaient les Grecs, sont entre la couche d'au-dessus, les Olympiens, et puis la couche d'en dessous, les enfers. Cette disposition se retrouve encore dans la littérature épique, se retrouve chez Dante, évidemment. Elle se retrouve encore chez Milton, par exemple.
elle revient encore, ses avatars dans la littérature, c'est tout à fait passionnant. La littérature travaille avec ça. Et chez Michaud, moi je trouve que c'est le grand texte au XXe siècle qui répond, L'espace aux ombres, à cette tradition. Voilà. Alors, on n'est pas dans un monde étagé, on est dans un monde lointain. Hein, je vous écris d'un pays lointain. Là, il y a tout ce dispositif de Michaud, le texte semblant enregistrer une voix qui vient d'ailleurs, qui vient d'un ailleurs, une autre source. Quelle autre source? Pour L'espace aux ombres, on peut penser en termes biographiques à la femme de Michaud, qui est morte. Et le désir d'entrer en communication avec une morte chère, rétablir une communication. Et puis en même temps, on ne peut que penser en 1952, je ne peux que penser, moi en tout cas, je ne peux que penser au monde des camps, à ce monde des camps de concentration, soit nazis, soit soviétiques. En 1952, les camps soviétiques ils sont en plein fonctionnement, à ce monde donc que les détenus eux-mêmes de ces camps considèrent comme un monde des morts. Après tout, quand Chalamov écrit sur la Kolyma, il s'inspire, à un certain moment, de Souvenirs de la maison des morts de Dostoïevski. Souvenir de la maison des morts. Hein, c'est le monde du bagne chez Dostoïevski. Et ça s'applique, bien sûr, à la littérature concentrationnaire. Donc, là, pour moi, dans ce texte-là, on a typiquement... Mais là, effectivement, c'est une déclaration de lecteur à côté, avec ses propres préoccupations. Pour moi, il y a typiquement un rapport du poème au sens le plus authentique à non seulement les faits, l'existence de faits des camps pendant la Deuxième Guerre mondiale sous le nazisme ou en Union soviétique, voire ailleurs, en Chine, mais c'est un rapport aussi à la possibilité de ces camps. Qu'est-ce qui les rend possibles? Dans le monde humain, le poème plonge dans la réalité humaine en allant jusqu'à nous faire sentir comment ça naît. Comment est-ce qu'on peut expérimenter immédiatement comment ça naît? Alors là, on a vraiment, et je vais retrouver la question des États, on a dans la voix qui parle, du fond non pas du fond au sens de la profondeur, mais du lointain plutôt. Il y a un peu de profondeur aussi tout de même, mais disons du lointain, d'où la voix provient, pour celui qui est supposé recevoir, qui est supposé écrire, qui est supposé tracer. Dans cette voix, il y a en effet quelque chose qui oscille entre le très individuel, c'est souvent le cas chez Michaud aussi, et l'extrêmement collectif, le massivement collectif. Bon, les deux à la fois. Il y a des foules dans L'espace aux ombres, hein, si vous lisez, il y a des foules entières, je ne peux pas m'arrêter là-dessus, c'est très très compliqué, c'est incroyablement inventif d'ailleurs, ces foules, ce sont peut-être des sujets, des morts, des foules de morts comme on en voit dans l'Énéide, hein, où tout d'un coup ils sont chassés par le vent, comme ça, comme des feuilles mortes dans l'Énéide, vous vous souvenez la comparaison. Mais les morts sont peut-être simplement quelquefois des états subjectifs, des moments de sujets, comme ça, qui ont disparu, qui insistent tout en étant inaccessibles. J'insiste sur le geste tellement caractéristique chez Michaud de la voix qui vient de loin. Là, devenant voix des morts, devenant voix peut-être des concentrationnaires. Voie impossible, voie trajectoire impossible, trajectoire de l'impossible. Vous voyez, moi je vois là une proximité, pas du tout une influence, mais une contemporanéité avec ce qu'est la fugue de mort de Ceylan. Parce que la fugue de mort de Ceylan, elle est faite d'une impossibilité radicale. Nous, commence la fugue de mort, vous voyez, nous buvons, etc. Or ce nous, c'est le nous de ceux qui sont dans un camp nazi. C'est-à-dire la voix qui précisément ne peut pas parvenir. La voix qui ne peut pas sortir. Et le nous, c'est un nous impossible. Il n'y a pas de nous des gens dans un camp de concentration. Voyez, donc le geste du poème de Ceylan est un geste en un sens contre la réalité.
avec la réalité et contre elle. Il se possibilise dans presque une subversion de la réalité existante et massivement existante. Et chez Michaud, il y a quelque chose de cette nature aussi. Je crois que là, il y a une réelle parenté que Michaud a reconnue, et que Celan a reconnue, même si c'était brièvement, mais sérieusement, entre Celan et Michaud. Ça va, qu'est-ce qu'il me reste encore un peu de temps? 5 minutes. Bon, alors je vais passer. J'aurais voulu faire place un petit peu à Claude Lefort, un auteur qu'on ne lit pas assez aujourd'hui, parce que je trouve, et que j'admire beaucoup, et qui a beaucoup à dire, et en particulier sur Michaud. J'ai écrit sur la lecture par Lefort de Michaud, j'ai écrit ça dans un bouquin collectif, mais je voudrais y revenir. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai écrit, j'ai envie d'y revenir. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Mais disons, une des choses qui est passionnante chez Lefort en tant que penseur du politique, c'est qu'il sent, et je pense que là aussi Raymond Bellour sera proche de ça, Lefort tentant de voir comment ce qu'il appelle la loi, l'instance de la loi, le registre propre du politique, ou dirait-il du symbolique, avec Michaud, s'inscrit dans le sensible même. Il y a une lutte là, où c'est dans le sensible, dans ce qui... Je retrouve la question des états, j'en suis tout proche, n'est-ce pas? Ce qui adjoint et disjoint le sensible, met en cause aussi, met en jeu la dimension symbolique, telle que Lefort la reprend en disant de Lacan, et l'instance de la loi. Voilà ce qu'il faudrait aborder. Donc je ne le fais pas, vous voyez, je ne fais que l'annoncer, je ne le fais pas pour Lefort. Je voudrais terminer, alors là encore, en revenant à mes misérables bribes de désastre, de lecture, de latéralité, de avec, et là, vraiment franchement autobiographique. Et je sais que je répète beaucoup, je reviens à l'histoire de Avec Khaled, un instant. Hein, voilà. Ouais. Michaud se faire fût de façon abusive accompagné de Michaud, donc pendant tant d'années. Récemment encore, ce fut précieux pour moi. Je m'en suis rendu compte sans l'avoir décidé du tout. Ce n'était pas du tout un geste de lecture de Michaud, etc., mais je l'ai senti là, présent, comme si j'étais à côté. En effet, comme s'il était à côté, peut-être, dans une situation complexe. Et donc d'aujourd'hui, et où je retrouve Aus Wandern. C'est chez moi, dans ma maison, avec ma famille, a vécu 8 ans un Soudanais, un paysan soudanais, qui avait fui à travers la Libye et tant d'avatars, d'aventures, avait fui son pays, le Darfour. Darfour, vous savez, il y a eu un génocide, il y a toujours des massacres. Et donc, sans papier, sans domicile, sans rien, finalement, par telle et telle circonstance, il s'est retrouvé chez moi. Il a vécu 8 ans, cet homme jeune, jusqu'à sa mort brutale. Tout d'un coup, je dirais, il m'est tombé dans les bras, quoi, mort. Il y a exactement 1 an. Mais j'ai travaillé avec ce type. J'ai eu des heures, j'ai jamais parlé avec personne comme avec ce type pendant 8 ans. J'ai pris des notes, Et je vais écrire, j'ai écrit déjà un peu, je vais farouchement écrire sur tout cela. Je lui disais que j'écrivais, il savait que je le faisais, on en parlait, ça l'intéressait, cet homme qui ne pratiquait nullement ni la lecture ni l'écriture. Mais il est extrêmement intelligent, un peu plus que moi par moment. Et je voudrais dire ceci simplement comme une espèce de gratitude à Michaud, au fond. Qu'est-ce que c'était ce déverrouillement de soi que je disais au début, dont j'ai eu l'impression, en 1956, eh bien, je pense que c'était un des enjeux, une des conditions de possibilité de la relation avec l'ami Khaled. Et ce déverrouillement de soi, il était aussi bien le sien. Et je crois qu'il l'a vécu comme ça. Et donc, je crois que Michaud était présent au sens le plus concret du terme dans l'effort, parce que c'était un effort que nous faisions l'un et l'autre. Et je vais vraiment terminer.
en citant quelqu'un d'autre, c'était un peu une surprise, qui va me servir aussi dans ce travail qui était avec Khaled, que je souhaitais avec Khaled. J'imaginais qu'on aurait des conversations pendant 10 ans et qui est interrompu par la mort de Khaled et que maintenant est seul à ma charge. Mais j'ai discuté avec un philosophe qui s'appelle Étienne Tassin. Et dans un article, Étienne Tassin, un article récent que j'ai trouvé sur Internet, Étienne Tassin s'interroge sur la question de la citoyenneté du monde, sur la cosmo-citoyenneté. Bien sûr que je pense à ça aussi avec Khaled. Il n'était plus le citoyen de nulle part. Et Étienne Tassin dit, pourquoi, il dit voilà, si le titre de citoyen est attaché à une structure politique particulière, celle de l'État, alors l'État pas du tout au sens où j'en ai parlé, là, l'État au sens politique, cette revendication suppose-t-elle et requiert-elle un État mondial? C'est une énorme question et très dangereuse d'ailleurs. Je me souviens que Raymond Aron disait, s'il y avait un État mondial, tout conflit deviendrait une affaire de police. Extrêmement dangereux. Pourtant, c'est en l'absence même d'État mondial, poursuit Étienne Tassin, voire, c'est un texte tout récent, voire en raison de la défection de la forme État au regard de toute responsabilité mondiale, ça m'intéresse par rapport à Khaled, que s'affiche une prétention cosmo-citoyenne. Ne revendique-t-on pas autre chose en se déclarant citoyen du monde? Ne serait-ce pas moins une appartenance à une communauté mondiale, moins une allégeance à une autorité supranationale? Alors, et là, je retrouve des choses que vous avez abordées aussi. Qu'une certaine manière d'être au monde, et donc d'être soi, qui tente de s'affranchir des régimes d'appartenance et d'allégeance au travers desquels se constituent les sujets comme sujets de droit. Ça m'intéresse fondamentalement, et ça nous relie là aussi. Sans doute est-ce ce rapport entre la manière d'être soi et la manière d'être au monde qui est en jeu dans l'allégation de cosmo-citoyenneté, c'est-à-dire un certain travail de désidentification et d'assomption de soi, et conjointement de singularisation et d'extranéation qu'on repère dans les conditions migratoires, exilaires et diasporiques que généralise l'actuelle mondialisation. Ces questions m'importent au plus haut point, et de manière très pratique, pas seulement avec Khaled qui est mort, mais avec des gens avec lesquels je suis aussi aujourd'hui. Et j'ajoute, pour terminer vraiment, que Tassin ajoute une note, et là il va me citer, donc je suis heureux, parce qu'il se trouve que j'ai rencontré Tassin dans un jury de thèse, on a participé à un même jury de thèse, d'une thèse de Valérie Gérard sur critique de l'autarcie morale, les conditions extérieures du rapport à soi. Ça nous ramène toujours au même problème. Et dans cette thèse, donc, on était tous les deux membres du jury, et j'ai cité Plume, la postface de Plume. Voilà. Et donc, dans une note, Tassin dit « Je dois à Claude Mouchard de pouvoir évoquer à l'appui de cette idée, son idée de la cosmo-citoyenneté dans les termes qu'il a dit, quelques lignes fulgurantes de la postface de Plume de Henri Michaud. Moi n'est jamais que provisoire, changeant face à un tel, mais ad hominem, changeant dans une autre langue, dans un autre art, etc. etc. » La postface de Plume devient pour Tassin une sorte d'avec pour penser ces problèmes politiques, philosophico-politiques auxquels il a affaire. J'y crois. Voilà. À cet avec Michaud, j'y crois.